Voilà, monsieur Selou Baldé, coordinateur des fédérations de l'IFDG à l'intérieur du pays, à présent bien installé dans ce studio de Mirador. Monsieur Baldé, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore de répondre à notre invitation. Merci bien. Oui, première question, Talibé Bari. L'actualité, c'est ce mémo déposé au président de la transition depuis le 16 août par une nouvelle, en tout cas, plateforme. Il s'agit de la conférence des coalitions politiques et fêtières de la société civile qui regroupe notamment un pan des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue. On y décrit, en tout cas, des constats sévères, le manque de visibilité dans la conduite générale de la transition, le manque de concertation entre le CNRD, le gouvernement, les leaders politiques et de la société civile, le retard dans le démarrage du RAVEC, et on parle également d'un coût justifié pour la mise en œuvre des 10 étapes de la transition. Peut-être que si on enlevait, en tout cas, comment dirais-je, cette l'entête-là, on mettait Force vive de Guinée, ça résonnerait mieux. Tellement le constat est sévère. Non, peut-être que ça ne résonnerait pas mieux, peut-être que... parce que le timing, quand on parle le timing, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Ils sont en train de se réveiller, mais quand je vois certains passages à l'intérieur, je me dis que le réveil n'est pas total. Quand on dit retard dans le démarrage du RAVEC, pour nous, dans le cadre du processus de retour à l'ordre constitutionnel, en relation avec l'agenda dynamique de 24 mois, le RAVEC n'est pas justifié. Le RAVEC, le RGPA, ce sont deux thématiques, en tout cas, qui doivent être sorties de l'agenda de 24 mois. Mais ça ne nous réjouit pas parce que c'est beaucoup de temps perdu, je l'ai dit ici. Nous n'aurions pas souhaité, après le 5 septembre, après que nous ayons tous déposé des mémos, avoir des pros et anti-CNRD. Malheureusement, il y en a eu. Il y en a qui ont préféré soutenir aveuglément le CNRD, les accompagner. Peut-être que certains étaient de bonne foi. Ils pensaient qu'avec cette posture-là, qu'ils allaient accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. Vous pensez que cette plateforme devait avoir le courage tout simplement de récuser le RAVEC plutôt que de mentionner un retard dans son exécution? Non, mais bien entendu, s'il y a vraiment de l'objectivité dans ce que l'on fait, nous savons pertinemment qu'à l'état actuel des choses, le RAVEC ne peut pas permettre un retour à l'ordre constitutionnel dans les 24 mois. Parce qu'il nécessite plus de temps. Exactement, il nécessite plus de temps, il nécessite plus d'investissement. Aujourd'hui, si vous voulez, quand le CNRD est arrivé, il y avait un projet dans ce sens avec l'Union européenne et tout, mais il y avait qu'une dizaine de communes pilotes dans notre pays. Aujourd'hui, quand vous prenez le taux de couverture par rapport à la délivrance des cartes d'identité biométriques et puis les conditions de délivrance de ces cartes d'identité-là, on ne peut pas lier ça au retour à l'ordre constitutionnel par rapport à l'agenda. Ça va être bâclé. Non, pas une question d'être bâclé, c'est que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de le faire pour le retour à l'ordre constitutionnel dans les 24 mois alors qu'on a déjà consommé 8 mois. Je crois que les gens sont en train de se réveiller et c'est en cela que la dernière fois, nous les avons invités à rejoindre la dynamique des forces vives parce que pour moi, on devrait avoir une classe politique qui travaille de concert pour le retour à l'ordre constitutionnel et un CNRD soucié de respecter le délai de 24 mois et de conduire le pays vers le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, Baseko. L'autre préoccupation des partis politiques, c'est ce décret polémique qui a été pris par le président de la transition qui confie la nomination des présidents des conseils de quartier de district au gouverneur. Comment vous réagissez à cela aujourd'hui après, bien entendu, ces précisions apportées par le ministre de l'administration du territoire qui dit tenir compte de l'application du décret qui a été pris par le président? Écoutez, nous avons en tant que UFDG, en tant que ANAD, nous avons réagi très tôt dès la publication du décret. Personnellement, j'ai fait des communications à l'Assemblée générale du parti, mais également dans certains médias de la place. J'ai développé largement, en tout cas, d'abord, j'ai rappelé l'illégalité de ce décret-là. J'ai rappelé le recul que cela engendre sur le plan de la démocratie, mais également le coût que cela porte à la décentralisation, au processus de décentralisation que nous sommes quand même en train, si vous voulez, de faire avancer parce que nous ambitionnons d'aller vers la régionalisation, c'est-à-dire le deuxième niveau
Pourquoi? Parce que j'ai été Comme aussi... par exemple en Côte d'Ivoire. Oui, comme en Côte d'Ivoire, comme au Maroc, comme dans beaucoup de pays. Et moi, je dis, j'ai été membre du dialogue politique de 2016, quand il y a eu l'accord politique. J'ai été signataire de cet accord et membre du comité de suivi. Vous savez, j'ai jugé opportun de communiquer quand j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le ministre Mody Kondé, qui a communiqué sur le décret qui a été pris, sur son application et tout ça. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, mais il y a eu beaucoup d'incohérences. Dans ça, il y a eu, si vous voulez, beaucoup de contre-vérités qui ont été dites, peut-être par méconnaissance. Lesquelles? Donc lesquelles? Non, je vais vous dire. J'ai suivi le ministre qui a affirmé ici que dans le code révisé des collectivités locales, que c'est nous, acteurs politiques, qui avons dit... RPG, UFDG. Exactement, qui avons dit que désormais, les quartiers et les districts sont des circonscriptions territoriales. Mais prenez le code électoral révisé. En son article 99 et le code des collectivités révisé, en son article 3 alinéa 2, les deux dispositions combinées réaffirment clairement que les quartiers et les districts sont des sections des collectivités locales. Et donc il y a un lien organique et juridique entre les communes urbaines et rurales et les quartiers et districts. Et dans ce cas, un gouverneur, un préfet n'a rien à voir dans l'organisation et le fonctionnement de ces entités-là. Les sections des collectivités locales, pour ne pas dire des collectivités locales directement, sont du domaine de la loi dans notre pays. Quand vous prenez l'article 81 de la Charte de la transition, qui dispose quand même que sauf abrogation express, toutes les lois qui sont là sont reconduites. Aujourd'hui, le code électoral, les codes des collectivités, ce sont des lois qui sont valides, qui jouissent pleinement de leur effet. Et donc, pourquoi? Quelle est l'opportunité de prendre un décret pour parler de l'organisation et du fonctionnement des collectivités? Et quand on sait que les principes majeurs de la décentralisation, c'est l'autonomie et la libre administration. Donc, on peut dire que ces localités sont régies par le principe de la décentralisation et non par le principe de la déconcentration. C'est évident. On va continuer avec honorable Cellou Baldé tout à l'heure. Le temps juste d'observer notre deuxième pause dans cette émission. On se retrouve derrière. Cellou Baldé, il est coordinateur des fédérations de l'UFDG de l'intérieur du pays, toujours avec nous dans ce studio. Oui, monsieur Baldé, vous étiez justement en train de parler de ce code et des articles sans doute que Mody Kondé aurait utilisé en sa faveur, mais qui ne collent pas effectivement avec ce qui s'est passé à l'Assemblée à l'époque. Oui, nationale. Pas du tout. Vous me permettrez de faire quand même un petit développement par rapport à ça, pour rappel, parce que il y a deux catégories par rapport à ceux qui interprètent un peu ce décret-là et tout ça, qui prennent position. Même au niveau des acteurs politiques, il y en a qui ne maîtrisent pas assez, parce qu'à l'époque, même au niveau de l'Assemblée nationale, quand on a fait le dialogue politique, vous savez que le code électoral qui a découlé de la Constitution du 7 mai 2010 consacrait les élections dans les quartiers et les districts. Et on a environ 4100 quartiers et districts en République de Guinée, sans compter ceux-là que le ministre de l'administration du territoire a créé récemment. M. Kondé, qui avait créé avant de partir. Il a créé beaucoup de quartiers, de districts, de sous-préfectures. On avait environ 4100. Et donc, nous, on était foncièrement pour les élections. Mais cela ramenait à dire que chaque quartier constituer une circonscription électorale, à l'image d'une commune pour les élections communales, d'une préfecture pour les élections législatives et présidentielles. Et donc, le RPG, soutenu par la CENI d'alors, nous a opposé l'impossibilité sur le plan organisationnel, logistique, des ressources humaines. Parce que pour une CACV, vous avez besoin de 5 personnes, vous avez besoin quand même de 3 ou 5 agents de sécurité là pour sécuriser. Ça ramène à avoir 10 personnes, multipliées par 4100, ça vous ramène à environ 40 000 personnes. Donc un dispositif, exactement, un dispositif matériel énorme, et humain, les ressources financières que cela demande, et puis tout ce qui est lié à la compilation des résultats, sans compter que le ministre a emprunté un raisonnement que j'ai fait au niveau de Espace FM pour dire qu'on n'a pas suffisamment de magistrats. Je l'ai rappelé à l'époque. Exactement, je l'ai ramené la semaine passée. Vous vous rappelez que même pour les élections communales, les magistrats qui ont supervisé les CACV l'ont fait de façon tournante entre les communes urbaines et rurales. Ils centralisaient 2 ou 3 communes. Donc face à cela, et voulant quand même conférer une légitimité à ces gens-là, à lieu et place d'une nomination que le MATD s'était précipité, il s'était précipité à faire un avant-projet,
de loi qui conférait la nomination. On l'a rejeté à l'Assemblée nationale et donc il y a eu le dialogue. On a dit c'est une médiane. Même le maire d'une commune, le maire n'est pas élu directement lors de l'élection communale. Le maire est élu de façon indirecte après l'élection communale. Et donc on a dit, comme il y a des listes indépendantes, comme il y a des listes des partis politiques, faisons l'élection à la base. Et comme le fichier électoral, il y a un fichier de quartier, il y a un fichier de commune et il y a un fichier pour la nation. Et donc dans le quartier, il y a un fichier électoral. Ceux qui candidatent, les listes indépendantes ou les listes des partis politiques, tu peux ne pas avoir un conseiller à la commune, mais tu peux avoir un conseiller au niveau d'un quartier ou tu peux avoir un président de conseil de quartier. On a dit, les listes qui arriveraient en tête désigneraient le président du conseil de quartier ou de district, le président. Et que l'ensemble des listes ayant compéti dans un quartier donné sur la base de la candidature à l'élection communale, on prorata de ce que chaque liste aurait obtenu. Exactement. À l'échelle de la commune. Mais communale. comme à la commune, c'est la proportionnelle. C'est le scrutin proportionnel, pas majoritaire. Donc si on a 5 listes qui compétissent, il y a 5 ou 10 conseillers, on calcule avec le quotient. Et à ce niveau-là, il n'y a que de façon proportionnelle, la liste est composée. Et donc c'est quand même une base de légitimité. Et comme l'a rappelé tout de suite un auditeur, je me pose des questions sur la bonne foi de certains acteurs politiques, de certains Guinéens. On a souscrit à la démocratie. Pour le moment, ce sont les partis qui compétissent pour être à l'Assemblée nationale. Dans tous les parlements du monde, ce sont les groupes parlementaires qui font, si vous voulez, des compromis pour voter les lois. Et vous savez que... tant mieux s'ils arrivent à ce compromis. Exactement. Le code électoral étant une loi organique, aucune entité seule ne pouvait. Il y avait l'UFR, le groupe parlementaire de l'UFR avec une dizaine de députés. Il y avait l'UFDG avec 37-38. Il y avait le RPG avec 50 et quelques. Et il fallait avoir 76, je crois, pour avoir la majorité de 2 tiers. Et donc, on a travaillé pour en faire une loi. Et deuxièmement, on a profité pour également réviser le code des collectivités. Et donc, si jusqu'à présent, les quartiers et les districts n'ont pas été installés, c'est parce que il y avait non seulement que les partis politiques de l'opposition d'alors avaient raflé la plupart des quartiers de Conakry. Donc, et quand on prend la régionalisation qui était également annoncée à l'issue de cette élection à travers une élection indirecte, la majorité des conseils régionaux allait être raflée par l'opposition. Et comme le RPG d'alors était dans la dynamique de velléité de 3e mandat, ils se sont dit, si on laisse meubler les quartiers et les districts, c'est foutu, on n'aura pas vraiment une base pour aller vers le référendum constitutionnel. Alors, en termes de velléité, le ministre Mori Kondé a dit que, justement, si vous teniez à ce que ces quartiers soient meublés au prorata des résultats des élections, c'était pour avoir une même mise sur justement ces quartiers et districts où souvent les présidents et autres jouent en faveur des partis politiques. Est-ce que de la même manière, vous pensez aujourd'hui que le CNRD veut à son tour avoir une même mise sur ces quartiers et districts pour des agendas cachés? C'est le chien qui tente d'accuser la chèvre de vouloir mordre l'étranger. Bien. Mais de tout le temps dans ce pays, on n'a pas accusé un parti politique ou une liste indépendante d'avoir quand même fraudé des élections. On a accusé l'État. On a accusé le parti État. On a accusé notamment les fonctionnaires de l'administration du territoire qui étaient ceux-là qui étaient au niveau des commissions de réception et de transmission des PV, qui était vice-président des commissions administratives de centralisation. À la solde des partis sortants. Exactement. Et donc ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que au niveau de ces quartiers et districts, il y a un système. Quand on a un organe indépendant de gestion des élections, souvent qui est la CENI, qui travaille, il y a des commissions ad hoc qui sont constituées. Et donc, aucun parti ne peut avoir la même mise sur un quartier, sur un district pour une fraude électorale. Et ce qu'on dit, pour moi, le souci devrait être plutôt porté sur le développement de nos collectivités.
Parce que depuis 1984, nous avons souscrit à l'administration de développement à lieu et place d'une administration de commandement. Bien. Vous savez, avec le discours programme de feu général Lansana Conté, qui a consacré la décentralisation pour faire en sorte qu'au niveau le plus bas, d'abord au niveau du quartier et du district, même du secteur, parce que la participation citoyenne commence à ce niveau-là. Absolument. Et donc, on ne peut pas faire en sorte, on nomme des chefs de centre de santé, on nomme des agents des eaux et forêts, on nomme un agent d'élevage, on nomme un agent de l'agriculture, on nomme tout ça parce que ce ne sont pas des fonctions politiques. Mais quand j'entends dire ne politisons pas les quartiers, mais ça veut dire quoi? La participation citoyenne, le jeu démocratique, c'est totalement politique. Bien. Quand on veut aspirer à gérer, parce que l'autonomie de gestion, la libre administration voudrait. Vous savez, je suis moulé dans la décentralisation, tout comme le ministre Mori Kondé. J'ai fait 15 ans de développement local décentralisé. L'idée, c'est quoi? La philosophie de la décentralisation, c'est quoi? C'est les populations qui partagent les mêmes ressources, les mêmes forêts, les mêmes tapades, les mêmes réalités, les mêmes affaires sociales, que ces populations se retrouvent, fassent en sorte d'avoir une assemblée, d'avoir des élus. Il y a un organe, si vous voulez, qu'on appelle un organe consultatif, et il y a un organe délibérant pour gérer les affaires de cette communauté. Et c'est en ce sens que l'État a souscrit à ce transfert de pouvoir et de compétences pour conférer cette libre administration, cette autonomie dans la gestion. Et à travers ça, beaucoup de collectivités de notre pays se sont développées. Bien. Il y a eu le PACV, il y a eu le PDSD, il y a eu le PRCI. Le PACV il y a eu qui a été beaucoup de enterré. projets qui ont quand même aidé Bien. à ce que nos collectivités non seulement soient dotées d'assez d'infrastructures et que le capital humain soit renforcé. Bien. Ce qui fait que dans chaque sous-préfecture de Guinée commune, on a au moins un centre de santé. Je vous donne un petit exemple. Quand en l'an 2010, j'ai fait partie Pour terminer de avec- l'équipe il nous reste du 10 diagnostic minutes, participatif chrono. communautaire Oui. à Kolé pour le lancement de la phase pilote, je vous assure qu'il y avait la mortalité néonatale, la mortalité liée aux femmes qu'on transportait sur hamac parce qu'il n'y avait pas de poste de santé, parce qu'il n'y avait pas, si vous voulez, d'accouchage villageoise, parce qu'il n'y avait pas toutes ces infrastructures et toute cette décentralisation-là. Il y avait assez d'impact, assez de conséquences. Mais faites le regard sur ce plan quand même. Depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, là, ces 20 ans-là, la décentralisation a fait du chemin. Pour terminer sur ce pan, ce n'est pas au moment que nous voulons aller au deuxième niveau de décentralisation, qui est la régionalisation, que nous allons tuer la démocratie locale et nous allons amputer la décentralisation Bien. pour des fins électoralistes. Oui, Lincoln là-dessus, pour continuer. La semaine qui finit a été marquée aussi par cette contradiction en ce qui concerne la mobilisation des ressources pour le financement des activités de la transition liées au retour à l'ordre constitutionnel. Le Premier ministre, sur une chaîne internationale, avait annoncé une mobilisation de 40 millions de dollars et dans nos studios ici, en direct, M. Mori Kondé parlait de 100 millions de dollars. Quelle contradiction! Et finalement, c'est M. Yao Baldé qui a repris ici que ce budget devrait être participatif. Repris également par ces cadres politiques qui participent au cadre du dialogue. Quel est votre regard? Vous savez, si nous nous sommes abstenus, après tout ce qui s'est passé, de participer à ce simulacre de dialogue, c'est parce qu'il n'y avait rien de sérieux. Je le dis et je le répète et je l'assume. Nous avons fait des dialogues dans ce pays, même si certains ont souffert de la mise en œuvre, mais quand même le format, sur le plan international, il y a des standards demandés à ceux-là qui travaillent au niveau des organisations comme les Nations Unies et autres. Il y a des standards par rapport au dialogue politique. On ne peut pas avoir, dans le schéma actuel de la Guinée, un CNRD qui décide au sommet, avoir les autres acteurs en bas, mais c'est parce qu'on a inversé la pyramide qui fait qu'aujourd'hui, les Lansana Kouyaté et compagnie demandent d'avoir plus de visibilité. Si le dialogue s'était déroulé dans le schéma standard connu, on n'allait pas avoir ça. Deuxièmement, il y a assez d'incohérence dans cette équipe gouvernementale. Tout à l'heure, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement nous dire que l'évaluation, c'était peut-être un jeu. Mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de médiocrité.
Il y a beaucoup. Non, mais c'est évident. Il y a beaucoup de médiocrité. Le Premier ministre lui-même l'a dit. Il y a des gens qui n'ont pas eu la moyenne. Est-ce que vous pouvez dire, parce que vous avez évalué les bacheliers en Guinée et que certains élèves se sont plaints que le maître n'avait pas le niveau et certains se sont plaints, le sujet là, ils ne l'avaient pas vu. C'est pour cela que tout le monde est admis et puis ils font en terminale. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le raisonnement d'Ousmane Gawal de ce matin? Sur ce plan-là, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être reconnaissus. Il faut les recaler. Quand on a des ambitions, on dit par exemple qu'on a un tel projet, on veut mobiliser 1000 milliards. Mais est-ce que c'est moi le citoyen lambda? Est-ce que c'est le taximètre là-bas qui doit payer parce que vous n'avez pas mis en place les stratégies appropriées pour mobiliser au moins 50% des 1000 milliards. Vous tirez les conséquences, ça veut dire que vous avez été incapable d'atteindre les objectifs à vous assigner. Vous tirez les conséquences, c'est cela qu'il s'agit. Prenons parce que moi souvent quand je parle de bilan, je ne parle pas de ces projets. Je ne parle pas des butines, je ne parle pas du colmatrum qui est en train d'être fait, parce que ça, c'est les affaires courantes. Je ne juge pas le CNRD sur ça là. Aujourd'hui, en parlant de bilan du CNRD, en lien avec la mission principale, qui est le retour à l'ordre constitutionnel, où est la Constitution après 2 ans? La nouvelle Constitution. Où est le code électoral? Où est le fichier électoral? Où sont les ressources mobilisées? Même les ressources qu'on vous annonce avec des incohérences. L'un parle de 100 millions, l'autre de 40. Où sont ces ressources-là? Ce qu'il fallait faire, c'était d'avoir le véritable dialogue avec les vrais acteurs. Ceux-là qui maîtrisent le processus électoral. Nous avons des experts au sein de nos partis qui ont été des commissaires, responsables de planification, de fichiers dans les différents CENI de notre pays, qui savent faire de chronogrammes. Et c'est en ce sens que nous avons fait nos chronogrammes de façon réalisable et réaliste. Bien. Et il fallait, même la question de la cagnotte, il fallait que ça soit fait de façon participative. Donc là-dessus, il n'y a pas de rupture. Non, c'est évident. Après la rentrée gouvernementale, vous ne voyez aucune rupture, non, pas aucune remise en cause. cause. La continuité aucune remise en cause. Dans la médiocrité totalement assumée. Bien. Oui, c'est qu'on va continuer. Vite fait, on a 5 minutes, je vous rappelle. Oui, sur le RAVEC, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation disait ici sur nos zones que le président de la transition a mobilisé 60 milliards de francs guinéens dans son budget pour pouvoir démarrer rapidement ce recensement qui permettra à la Guinée de se doter du fichier. Est-ce que cette démarche vous rassure et qu'on pourra être dans le délai pour pouvoir organiser l'ensemble des élections dans ce pays lors de ce processus de transition? Écoutez, je l'ai dit et réitéré, le RAVEC est un processus continu qui ne s'arrêtera pas en 2024, qui ne s'arrêtera même pas en 2030, parce que l'état civil est perpétuel. Il y aura des naissances, il y aura des morts. Le fichier sera réajusté. En 2019, j'ai été membre de la mission de l'international libéral en 2019 pour la supervision, l'observation électorale au Sénégal. Mais ils sont avec des cartes d'identité biométriques, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont fini avec le RAVEC. Ils sont en train de le faire, ils sont en train d'ajuster, mais ce n'est pas pour autant aussi qu'il n'y a pas de révision de fichier électoral au Sénégal. Et donc pour moi, le RAVEC, c'est une dynamique, c'est un processus continu qui doit être là. Mais en relation avec les 24 mois, soustraire aujourd'hui les 7 ou 8 mois, le RAVEC ne peut pas nous conduire au retour à l'ordre constitutionnel si on veut respecter le délai. Deuxièmement, comment voulez-vous aujourd'hui, c'est les fonctionnaires qui se hâtent à aller prendre la carte d'identité biométrique, ceux-là qui en ont besoin. Mais que faites-vous des autres Guinéens? Est-ce que dans le cadre du processus électoral, parce que le vote est un devoir, peut-être ça deviendra un droit. Si un droit est un droit, peut-être ça deviendra un devoir aussi, je ne sais pas, dans la nouvelle constitution. Droit ou devoir, pour moi, quand il s'agit de se doter ou de doter aux potentiels électeurs des documents administratifs pour pouvoir voter, des documents juridiques, il n'appartient pas aux citoyens d'aller débourser 200 000 pour se procurer une carte. Pour aller voter. L'État, j'ai suivi une fois la directrice des affaires politiques quand même électorales. Madame Camara. Exactement. Elle a attiré l'attention du CNRD sur cet état de fait. Vous savez que même pour les certificats de résidence en période électorale, il y a des certificats de résidence estampillés spécial élection.
Ce n'est pas comme les certificats de résidence Qui vont ordinaires coûter plus cher nous que les prenons. ordinaires. Non, qui ne sont Gratuit. pas Gratuit. vendus, Ok, ok. qui sont Vous gratuits. plaidez pour la gratuité de la carte d'identité. Non, mais bien entendu, biométrique. il faut faire en sorte pour le retour à l'ordre constitutionnel. Si c'est cette carte d'identité, sinon pour nous n'avons pas opté pour ça dans nos mémos. On a opté pour une révision du fichier électoral existant qui a été assaini en 2020 suite à une mission internationale, Système des Nations Unies, OIF, Union Européenne et enfin la CEDEAO. Et si Mori Kondé avait fait passer ce projet-là de décret par le CNT et que le CNT l'avait adopté, comme vous l'avez fait, n'est-ce pas, à l'époque à l'Assemblée, est-ce que vous auriez accepté? Non, mais écoutez, en quoi c'est urgent? Aujourd'hui, on s'attend à un avant-projet qui nous a été promis depuis 2 mois, depuis le mois de juillet. On disait que c'était prêt. Ils affirmaient même qu'ils ont économisé du temps des choses qui devraient être faites en septembre, sont faites en juillet. On doit avoir l'avant-projet de constitution. Parce que le code électoral, les autres lois doivent découler d'une constitution validée par référendum. Bien. Pourquoi c'était urgent d'avoir ce décret pour les quartiers d'ici? Peut-être en 30 secondes, pourquoi prévoir une manifestation le 5 septembre? Écoutez, En 30 secondes. non, pour moi, vous savez que je suis profondément démocrate. Le pays est Aujourd'hui, tranquille. Après 2 ans, le CNRD devrait quand même faire du recul, faire l'autopsie de la situation. Pourquoi continuer à confisquer les libertés? On a eu tout ce qu'on a eu pendant le régime de faim, mais on a quand même assisté à beaucoup de manifestations autorisées, plus ou moins encadrées, qui n'ont pas du tout débordé. On a vu le FNDC mobiliser des millions de Guinéens dans les rues. Pourquoi on veut organiser des concerts? Pourquoi on veut organiser, on veut montrer la petite face de l'iceberg, c'est-à-dire les acquis du CNRD, et on ne veut pas que si vous voulez, les tares. Pourquoi vous ne voulez pas que le bilan macabre de l'autre côté soit ressorti? C'est ça la question. Je suis profondément démocrate. Je tiens vraiment à l'expression de liberté aussi bien individuelle que collective. Donc la le marche, droit de manifester la marche est consacré. ce sera avec des pancartes pour dire ce qui ne va pas. Il n'y aura pas de jet de pierre, rien du tout. Non, mais écoutez, vous savez que nous n'avons jamais jeté de pierres. Bien. À chaque fois qu'on a demandé des autorisations ici, on a marché en toute responsabilité, en toute légalité. On a fini à l'esplanade du stade du 28 septembre Bien. du Palais du Peuple. Alors, un petit mot peut-être sur le Gabon, le coup d'État, cet autre coup d'État. Et deuxièmement, pour terminer, un message pour Mamadi Doumbouya, s'il vous regardez en direct. Ok, très bien. Oui, pour le Gabon, vous savez, c'est souvent difficile d'être compris dans les situations. Pour moi, je le réitère, je l'ai dit ici une fois. Dans un état de droit, une armée républicaine devrait être celle-là qui, quand les dispositions légales, je ne connais pas la constitution du Gabon, mais quand les dispositions légales, le verrouillage des mandats, quand cela est violé, l'armée devrait faire en sorte que l'ordre républicain soit restauré. C'est-à-dire qu'il y ait une rectification. Comme ce qui s'était passé en Guinée, à l'espace de 3 mois ou 6 mois. Parce que même si le président décédé, dans nos textes législatifs, il est prévu qu'en 90 jours au moins ou en 180 jours au plus, que des élections soient organisées. Donc ce qui peut être fait au Gabon, c'est soit de restituer la victoire au candidat de l'opposition qui dit avoir gagné, ou bien de faire en sorte, dans un bref délai de 90 jours ou de 180 jours au maximum, que l'ordre constitutionnel soit restauré. Il y a certains... Oui, parce que les situations se ressemblent, que en votre temps, en 2020, celui d'Alain aurait dû peut-être réclamer sa victoire Nous avons cru à au lieu de plébisciter le coup d'État de Mamadi Doumbouya. Nous avons cru à la bonne foi du colonel. Donc vous devez demander au colonel de vous restituer votre victoire contre Nous avons eu le débat, plébisciter son coup d'État. Oui, nous avons eu le débat en conseil politique. Bien. On a dit qu'après toutes ces annonces, il y a une frange importante qui disait réclamons toujours notre victoire. Mais il y a une autre frange qui a dit écoutez, le tissu social est fragile. Le pays a été tellement malmené. Au lieu d'être dans une aussi, si vous voulez, dans cette situation-là, tout ce qui a été dit en termes d'engagement, faisons confiance au colonel. Bien. Et je termine par le message. J'invite le colonel. Le colonel doit savoir que nous qui critiquons,
Nous qui n'avons pas le même regard que les pros ou esprits CNRD, nous ne sommes pas contre le colonel. Nous voulons plutôt qu'il réussisse parce que nous avons le souvenir amer de 2010. Je ne veux pas voir le colonel comme le capitaine Dadis. Et je ne souhaite pas que les Guinéens payent encore le lourd prix ou le lourd tribut comme en 2010. Donc je souhaiterais que le colonel se remette en question, qu'il sache qu'il a été plébiscité, que le peuple l'a acclamé, parce qu'il s'est en tout cas montré un réparateur. Il n'a qu'à faire en sorte que les espoirs ne soient pas totalement déçus. Il y a une vie après la présidence. Voilà, parce que la rétrospection est l'attitude des hommes forts et l'humilité, bien sûr, des humains. Et comme le dit honorable Cellou Baldé, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Merci. Une petite pause derrière, on va prendre notre deuxième invité au téléphone.